Voilà. Ah, c'est des... Elle m'a dit, mais t'es pas chiche. Là où j'étais pour aller me baigner, on pouvait partir, mais on ne pouvait pas revenir. On nous a monté sur scène et on a été embrassé de Johnny, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi et bienvenue dans notre émission Old Ones, l'émission dans laquelle je reviens sur le parcours de vie de nos invités. Je reçois aujourd'hui toi, les gens t'appellent Alain et moi j'ai la chance de t'appeler Papa. Je voulais simplement dire qu'on a fait plein de trucs un peu de fous ensemble. On a pris des risques parfois, on a eu la chance de faire du motocross en forêt ou du quad dans le désert. Mais pour commencer sur une anecdote vraiment très précise qui nous lie, c'est il y a des risques pour lesquels je ne suis pas prêt à me lancer avec toi. Et pour ça, je vais t'amener une petite image, tu vas voir de quoi je parle. Des risques un peu inconsidérés. Portugal. Ouais. Et le drapeau rouge. Ouais, en fait, la baignade était interdite et j'ai pas fait attention au drapeau qui était rouge. Et je me suis dit, je vais aller me baigner, il faisait chaud. Et puis, la personne avec qui on était, elle m'a dit, mais t'es pas chiche. Puis je m'en vais comme ça vers la plage, vers la mer, et je me dis, mais pourquoi il me dit ça, lui? Et puis, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que là où j'étais pour aller me baigner, on pouvait partir, mais on ne pouvait pas revenir. Donc je suis resté pas mal de temps dans l'eau. Les sauveteurs ne pouvaient pas venir me chercher parce qu'il fallait que je m'éloigne du rivage pour venir me chercher en bateau. Et moi, je ne comprenais pas, donc je pensais qu'il y avait quelque chose dans l'eau qui m'empêchait de revenir. Donc après, j'ai m'accroché sur les rochers, je me suis un peu débattu, et j'ai réussi à m'accrocher sur les rochers, mais je me suis coupé les mains, les pieds sur les moules et tout. Donc voilà, j'ai rejoint les sauveteurs sur la plage, et là je me suis fait rouspéter et tout, et moi j'ai fait semblant que j'étais malentendant, je ne comprenais pas, je parlais avec les mains, et faire croire que j'étais sourd et muet, quoi. Bah, je sais surtout qu'on te voyait au loin faire des grands signes. Ouais. Et nous, on pensait que tu nous faisais coucou. Et oui, ils me faisaient tous ça, comme ça. Et moi, je me disais, ils ne se rendent pas compte que je ne veux pas revenir, quoi. Ouais, t'étais parti vachement loin. Ouais, j'ai parti loin, ouais. T'as gardé quand même ton calme, parce que pour arriver à aller loin dans l'océan et se laisser revenir un petit peu par d'autres courants, et puis se dire, je vais attraper des rochers et me mettre dessus et attendre un petit peu. En fait, je commençais à fatiguer et je me demandais si j'allais pouvoir vraiment revenir, quoi. T'as dû quand même te dire pendant un instant ou deux, est-ce que je survivrai à cette épreuve ou pas C'était vraiment un moment pas vraiment de panique, mais où j'ai pris conscience que là, c'est vraiment des dangers, quoi. Surtout pas dans ton pays, donc même si tu pouvais crier quelque chose, de toute façon, c'est des mots que les gens ne comprendraient pas. C'était au Portugal. Oui, c'est sûr. Donc, en fait, je voyais, même les sauveteurs, je les voyais avec les palmes et tout, étaient là. C'est assez particulier, quand même, ces vacances, ouais. Ouais, puis tu avais essayé malgré tout de revenir. Puis je me souviens vraiment de l'image, c'était coupé partout. Les mains, les pieds, ouais. Ouais, tu t'étais fait engueuler par les ménageurs, ouais. Par les sauveteurs. Après, ils voulaient mettre une amende, donc, parce que là-bas, ils mettent des amendes. Et puis moi, j'ai fait semblant que j'étais sourd et muet, et voilà, quoi. Ça, je savais pas, ça, j'avais oublié ça. Tu connais le principe de l'émission, on raconte des anecdotes de ta vie, et puis entre deux, on va déguster des aliments. Oui. Je propose qu'on passe dès maintenant au premier aliment. Alors papa, qu'est-ce que tu aimerais trouver sous cette cloche? Paris-Brest. Un Paris-Brest. Oui. Et qu'est-ce que tu détesterais? Moi, j'aime bien tout, donc c'est difficile de dire ce que j'aime pas. Ouais, t'es mal au cœureux aussi. T'as vite mal au cœur avec des trucs... Oui. Je propose d'ouvrir la cloche. Oui. Tu vas voir, le premier aliment, c'est cool. Ah, du miel. Non. C'est quoi ça? C'est pas vraiment du miel, moi je vois ce que c'est. C'est de la confiture de rose. Ah ouais, j'ai jamais mangé. Maman non plus, c'est une première. Je te laisse prendre une spatule. Et je sais pas à quoi ça peut... Parce que une rose, c'est une fleur. Oui. Ça sent bon, mais de là à manger la confiture de fleurs à la tienne, j'ai peur que ça tombe en fait, entre le moment où je vais l'amener à ma bouche et... Non, c'est bon. Hein. Ouais? Ah ouais. C'est assez sucré. Ouais. T'en mangeras tous les jours? Ah peut-être, ouais. Non mais c'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est frais. C'est bon, hein. Alors pour info, la confiture de rose, c'est une préparation florale délicate, ça on l'a senti. Elle est reconnue pour ses propriétés apaisantes et son parfum subtil, souvent utilisé pour ses vertus digestives. Là, si on enlevait ta chemise,
on ne verrait pas de tatouage de Johnny Hallyday ou de loup sur l'épaule. Non. Et pourtant, tu es un grand fan de Johnny Hallyday. Oui, c'est vrai. Tu l'as été un peu moins sur les années où il était peut-être un peu trop poussé sur le rock, mais tu es devenu fan le jour où il est monté sur scène. Et la question que je te pose, c'est comment et quand est-ce qu'on sait qu'on est en train d'écouter un artiste pour lequel on espère qu'il va perdurer dans le temps et faire des albums pendant toute sa vie? Quand est-ce qu'on sait que voilà, j'ai trouvé l'artiste que j'aime écouter du matin au soir? En fait, ce sont les paroles des chansons, avant tout, la mélodie, et après le voir en spectacle comme on a pu le voir. C'est impressionnant, quoi. Parce que moi, je me souviens, on était partis sur Conches avec mes parents. T'avais quel âge? J'avais 6-7 ans. À peu près 7-8 ans. Et on nous a monté sur scène. Et on a été embrassé de Johnny, quoi. Donc et là, on était hyper heureux, quoi. On était contents. Et je me souviens, en allant au concert, je me souviens, on voyait sur les affiches, c'était marqué « Et maintenant, Johnny chante en anglais ». Et ça m'a marqué, ça. Ouais. Donc il avait déjà une petite carrière, parce que « Et maintenant, Johnny chante en anglais », c'est qu'il avait déjà un petit... quelques chansons qu'il avait chantées un petit peu partout en France. Non mais vraiment, pour moi, c'est un artiste assez complet, quoi. Et lui, il avait quoi? Il avait la vingtaine d'années, du coup? C'était en 68, 69, par là. Donc, ouais, je sais pas qu'il avait, il avait peut-être une 20, 25, 30 ans, quoi. Oui, il avait fini son service militaire qu'il avait fait à Metz. Ok. Et puis c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. Il faisait des chansons très douces, beaucoup moins rock. Il a suivi en fait un peu les courants musicaux et leur développement. Et puis après, il s'est expatrié à Los Angeles. Mais tu as été voir plein de concerts. Moi, je me souviens que... Ah oui, Parc des Princes, Stade de France, Bercy, Lille aussi, ensemble, on est allés. On a fait pas mal de concerts. Ouais. Puis il y a aussi une chose dont je me suis souvenu, c'est qu'il y a eu des moments comme ça qui ont été un peu marqués par Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'il avait une maison pas loin de là où on habitait, dans le golfe du Vaudreuil. Et puis on avait par hasard vu sa moto. C'était à Saint-Tropez, à Cannes, ouais. Et toi, tu avais reconnu la moto dans la rue. Des gars sur le trottoir, ouais. Parce que tu avais vu une émission qui était passée à la télévision sur sa collection de motos. Comme j'avais vu la moto, moi je pensais qu'il était dans le bar, quoi, parce qu'il y avait un bar juste à côté. Et donc, on a attendu pour que la personne sorte, on remonte sur la moto. Et en fait, c'était la personne qui s'occupait de tous ces véhicules. Donc, et en même temps, il t'a emmené faire un tour sur la moto. Ouais, je me souviens de ça. C'était vraiment gentil, cette personne-là était vraiment gentille. Et il t'a emmené faire un tour, quoi, sur la moto. Et je me souviens aussi qu'il avait dit, ou que vous aviez dit, en tout cas j'ai le souvenir auditif, que le bleu de la moto, c'était le mélange de ses yeux bleus à lui et celui de sa fille Laura, je crois. Ils avaient fait un mélange des deux bleus pour faire une couleur, et c'était la couleur pour la moto. Et du coup, ça en faisait une moto unique. Je me souviens qu'il y avait un J et un H. Les rétroviseurs étaient gravés JH aussi. C'est comme ça que j'avais reconnu. Ah, donc tu vois, c'est quand même dingue d'être fan d'un artiste et puis de croiser des choses un petit peu comme ça. La seule chose, c'est qu'on n'a pas réussi à voir sa maison à Los Angeles. Je propose qu'on passe maintenant au deuxième aliment. On va découvrir le deuxième aliment. Alors, c'est pas vraiment un aliment, c'est une boisson. Alors, si tu connais pas, c'est normal. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Bissap. Ouais. Le bissap, c'est une boisson qui est très utilisée, en fait, très consommée en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est de la fleur d'hibiscus. On l'utilise pour faire soit du thé, donc on boit un thé chaud avec de la fleur d'hibiscus, soit c'est refroidi pour en faire une boisson qui peut être bue à température ambiante ou très fraîche. Normalement, c'est artisanal, donc forcément, les gens dégustent ça un petit peu en famille ou entre amis dans les villages. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont développés économiquement et donc ils ont commencé à produire du bissap, mais en canette, avec beaucoup de sucre. Ah oui. Et donc l'inconvénient, c'est que dans ces pays-là, ça provoque beaucoup de diabète, parce que les gens continuent d'en boire beaucoup, alors que c'est bourré de sucre aujourd'hui quand c'est industriel. Donc là, c'est un bissap qui est fait en France, il est bio, et il n'est pas bourré de sucre. Je te propose qu'on déguste ça un petit peu ensemble, si ça te va. C'est pas mauvais. C'est fort en odeur. Bah, la tienne. Ah oui. Hop. C'est un peu aigre. Ouais.
Quand il est sucré, il est meilleur. Enfin, il correspond plus un peu au goût de tout le monde. Non, c'est bon quand même. Mais là, c'est du bissap original, ouais. C'est vrai que ça doit être rafraîchissant. Ouais. C'est vrai que le plus frais avec des glaçons ou en thé, ça doit être pas mal aussi. Papa, je te connais depuis 37 ans, du coup, tu es quand même super généreux envers tout le monde. Tu es tout le temps prêt à aider. Dès qu'on te passe un coup de fil, tu viens. Dès qu'on a besoin de quoi que ce soit, tu es prêt à donner ta chemise pour quelqu'un que tu connais à peine, même dans la rue. D'où ça vient ce réflexe d'être généreux en temps, en énergie ou en argent pour tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours suivi? Est-ce que c'est venu à un moment dans ta vie en particulier? Non, je pense pas. J'ai toujours été comme ça, aider les gens comme je le pouvais. Et je sais pas dire non. Donc même si on me demande un service et que je sais que moi, ça va me contraindre à faire des choses que j'ai pas envie de faire, ben, je vais le faire quand même. Ouais. J'ai du mal à dire non. Et même si je dis non, après, je m'en veux. Donc je me dis que les choses, on doit les faire quand on a envie de les faire, mais on doit aussi faire des choses même quand on n'a pas envie de les faire. Donc c'est pour ça que moi je sais pas dire non, quoi. Donc voilà, quoi. Et du coup, tu te forces à dire oui à des trucs qui forcément des fois sont pas des fois, correspondent pas avec ton emploi du du temps. temps. C'est sûr. Avec mon emploi du temps, avec pas mal de choses. Et je me dis que même si je dis non, de toute façon, je le regrette après. Donc vaut mieux pas avoir de regrets, donc je fais les choses quand on me demande de les faire, quoi. Et du coup, si tu dis non, si tu arrivais à dire non à quelqu'un, tu te sentirais mal après, tu te sentirais un peu comme un poids sur ta conscience. Je me sentirais pas bien. Ouais. Je me dirais, c'est pas bien ce que tu as fait, tu as dit non, alors que tu peux le faire, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est mon caractère qui est comme ça, quoi. Pourtant, tous les jours, il y a des gens qui disent non à des demandes. Non, j'ai pas le temps, non, je veux pas, non, je peux pas. Mais après, je sais pas comment eux ils font. Et après, derrière, je sais pas leur ressenti, une fois qu'ils ont dit non, pourquoi ils disent non, quoi. Mais moi, je sais que moi, je ne peux pas dire non. Donc, j'ai du mal à dire non, on va dire. J'ai croisé, moi, ces derniers temps, des gens qui avaient avoué qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour arriver à dire non. Ah ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de Bruno. Bruno, il avait dit qu'il avait, enfin moi en tout cas, il m'avait raconté qu'il avait fini par arriver à dire non à des gens parce qu'il était plutôt du genre aussi à rendre service. Il t'a demandé de lui rendre des services aussi récemment, mais et lui aussi il avait tendance à dire oui à tout le monde et que c'était un vrai effort. Il avait été voir carrément un praticien, tu sais, pour lui dire tu vas arriver à dire non tout doucement avec tes mots, avec une façon d'y arriver qui te mette pas mal à l'aise et qui ne blesse pas la personne en face. C'est sûr qu'un non froid, c'est mal ressenti, mais il y a peut-être une façon de dire les choses pour au moins peut-être aussi libérer la possibilité de dire non. On a le droit de dire non, on n'est pas obligé de dire oui à chaque fois. Oui, mais c'est vrai que c'est à réfléchir, mais moi je sais que, je pars du principe où on doit aider son prochain, on doit faire des choses qu'on peut faire pour rendre service, quoi. Après même c'est un service, c'est peut-être, ça représente peut-être pas grand-chose, c'est peut-être un détail, mais c'est peut-être le détail là qui va faire que la personne à qui tu rends service va se sentir mieux, va avoir plus confiance en elle-même, ou voilà, quoi. Ouais, tu mets presque dans une balance le poids de ton effort et le poids du bienfait ressenti par la personne, et si l'effort n'est pas extravagant pour toi, en fait, autant rendre moi, service. comme je sais, il y a des fois où je sais résoudre certains problèmes, donc je ne veux pas laisser les autres avec leurs problèmes, et puis moi me dire, j'ai ma petite vie tranquille, et je me fous des autres, quoi. Donc non, c'est pas dans mon tempérament, quoi. On passe au prochain aliment numéro 3, s'il vous plaît. Alors, sous cette cloche, il y a un aliment, c'est le 3e aliment de l'émission, c'est le plus compliqué, je dirais, à accepter, quelque part. On va commencer par les confitures de rose, on a eu le bissap, là c'est un peu plus corsé. Est-ce que tu as une idée de ce qui se cache sous la cloche? C'est pas vivant, non? Non, non. Non, aucune idée, non. Bah, je te laisse, par principe, je te laisse enlever la cloche et découvrir ce que c'est. Ah là, c'est des vers. C'est court. Ouais. Après, il paraît que c'est comme c'est calorique. Hein. Bah, t'as toujours été curieux de ces trucs-là, toi, quand même. Ça... Ah oui, mais avec du sel, non? Non, il n'y a rien du tout. Il y a juste des épices, je crois que c'est au curry. Mais quand tu disais c'est vivant, non, ça a été vivant. Ils ont été séchés. Ouais, séchés, grillés. Ouais, séchés, grillés. Ah, c'est salé. Ouais. Quoi, des gâteaux à Pérou? Ça n'a pas trop de goût. Non, mais c'est pas mauvais. Tu sais, un petit peu.
C'est goût fromage. Ouais. Goût emmental. Parce que tous les insectes grillés, il y a différents insectes qu'on peut griller. Et si tu les assaisonnes pas avec une épice, ça n'a pas de goût en fait. C'est vrai que visuellement, c'est pas... Alors c'est dur de trouver des insectes grillés en France. Tu les achètes qu'en petit conditionnement et c'est très cher. Il y a plein de pays en fait dans lesquels les insectes sont consommés régulièrement. Ça coûte pas cher à élever, peu d'espace. Et finalement, il y a un rendement en protéines aussi, parce que c'est riche en protéines. Il y a un rendement en protéines qui est vachement intéressant. Et en plus de ça, tu peux nourrir des populations de façon... Par contre, je ne mangerai pas des tonnes. Hein. Non. C'est vite un peu... Enfin, pas écœurant, mais c'est fort en goût. Hein. Mais c'est vrai que souvent, moi j'en ai vu au mariage, les invités, parfois peuvent... Enfin, les mariés peuvent proposer différents gâteaux apéros. Et pour le fun, ils mettent des insectes grillés comme ça. Donc on en prend souvent pour des événements. Ah ouais. Mais à la maison, je ne mangerai pas ça. Ah ouais, non plus. Voilà. Non, mais bon, après ça, il faut quand même goûter une fois dans sa vie, quoi, on va dire. Ouais, c'est étonnant hein, comme goût. Hein. Ouais, non, j'en mangerai pas beaucoup. Il y a une dernière question que je voulais te poser. Oui. Ça permet de faire une rétrospective un petit peu sur la vie de chacune et chacun des invités. Si tu pouvais rencontrer le toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc c'est une application qui utilise de l'intelligence artificielle pour, à partir d'une photo, rajeunir la personne. Ouais, c'est ressemblant quand même, c'est pas tout à fait fidèle, mais... Donc si tu te croisais toi dans la rue, qu'est-ce que tu dirais au Alain qui a 20 ans et que tu croises dans la rue aujourd'hui? En fait, je dirais sûrement des choses, mais après, ce sera plus sur tout ce qui est les relations avec les personnes qui sont disparues, d'avoir profité plus d'eux, maximum. Hormis ça, je ne changerai pas grand-chose, finalement. Parce que, après, je suis toujours je suis entier, je fais des choses comme je pense que ce soit le mieux pour tout le monde. Non, mais ça serait plutôt ça, profiter encore un maximum des gens qui sont partis déjà. Et tu profites encore beaucoup aujourd'hui de ceux qui sont vivants. Oui, c'est ça, oui. Aussi. Oui, évidemment. Ouais. Parce que après, tu tires des leçons aussi de la vie. Elle est faite pour ça, la vie. De tirer des leçons de ce qui s'est passé, voilà quoi. Ok, un grand merci à toi, papa. Pour nous soutenir, il y a deux façons. Envoyez vos dons par chèque à l'association Partage, Place des Otages, 27 340 Criquebeuf-sur-Seine, ou faites un don en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Oh merde. Allez, tienne.